Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule verte. Aujourd'hui à l'émission, on parle de la fameuse voiture électrique. Tout d'abord, nous allons voir M. Steven Guilbeault, qui est cofondateur et directeur principal d'Équiterre, pour voir ce qu'il pense du transport électrique. Allons-y à l'instant. Un des graves problèmes par rapport au changement climatique, c'est notre utilisation de pétrole. Comment est-ce qu'on utilise moins de pétrole? Bien, au Québec, on est gâté parce qu'on a beaucoup d'énergie renouvelable. On a de l'hydroélectricité, on a de l'éolien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, nous, c'est beaucoup les transports. Ailleurs dans le monde, on utilise le pétrole pour produire de l'électricité, ce qui n'est pas notre cas ici. On utilise aussi du charbon. Il y a plusieurs de nos voisins qui en utilisent encore. L'Ontario a éliminé la production d'électricité à partir du charbon. Ils ont fait ça en à peu près une décennie et c'était plus de 30 % de leur production électrique. On a, au Nouveau-Brunswick, on utilise encore du pétrole pour faire de l'électricité, Nouvelle-Écosse. Alors, mais ces provinces-là commencent à se dire aussi, bon, bien, il faut changer nos façons de faire. Un des grands défis, évidemment, au niveau du pétrole, c'est le transport. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les transports? Bien, il n'y a pas une solution pour tout le monde. Hein. Si vous êtes dans un grand centre urbain, bien, c'est sûr qu'il faut investir de plus en plus dans les transports collectifs. Il faut repenser la façon dont nos villes sont aménagées pour faciliter le plus possible les déplacements en vélo, à pied, ce qu'on appelle, nous, le cocktail transport. Donc, alors, dans les grands centres urbains, nous, on fait la promotion de ce qu'on appelle le cocktail transport, c'est-à-dire, l'idée, c'est pas de dire aux gens arrêtez d'utiliser la voiture, mais est-ce que vous pouvez moduler vos transports? Parce que parfois, vous pouvez utiliser la voiture, mais parfois faire ça à pied ou à vélo, faire du covoiturage. Et c'est déjà en train de se produire tout ça. Il y a des champs, il y a des transformations. Bon, il y a évidemment l'apparition de l'électrification, les voitures électriques. Les gens disent, ouais, mais ça coûte cher. Bien, nous, on a fait la comparaison entre une voiture électrique puis une Honda Civic. Puis en 3 ans, la voiture électrique vous coûte moins cher que la Honda Civic, avec les économies que vous faites sur l'essence. Alors les gens, parfois, quand on pense à ces choses-là, font un calcul en disant la Honda Civic coûte 18 000 $, la voiture électrique en coûte 26 000, 25 000. Ah, bien, la Honda Civic coûte bien moins cher, sans penser au coût d'utilisation. Ma voiture à essence, elle va me coûter 2 000 $ d'essence par année. Ma voiture électrique, elle va me coûter à peu près 180 200 $ d'électricité. Alors, ma voiture électrique, bien, je n'ai pas de changement d'huile à faire là-dessus. Donc, j'économise sur l'entretien aussi. Alors, il faut développer des réflexes comme ça. Toute la question du covoiturage, on le voit, là, Uber et autres compagnies qui permettent aux gens plus facilement de faire du covoiturage. Même Ford, lors d'un des derniers salons de l'auto, a dit l'avenir de l'automobile, c'est plus à la possession individuelle de l'automobile. Donc, Ford se lance dans l'autopartage, se lance dans le cocktail transport aussi, parce qu'il voit bien que, par exemple, en Amérique du Nord, les jeunes prennent de moins en moins leur permis de conduire. Alors, moi, je viens d'une petite ville près du lac Saint-Jean qui s'appelle La Tuque. À 16 ans, il y avait un rite de passage qui s'appelait le permis de conduire. Alors qu'aujourd'hui, les jeunes, de moins en moins, il y a des diminutions de 30, 40, 45 % du nombre de jeunes, selon les régions en Amérique du Nord, qui ne prennent plus leur permis de conduire. Alors, si tu n'as pas un permis de conduire, les chances que tu achètes une voiture sont assez minces. Alors, il y a vraiment des changements comme ça, très importants, qui sont en train de se produire dans notre société. Pour ce qui est des gens qui habitent en région, par contre, j'imagine que c'est moins facile de se déplacer de façon écologique. Vous, qu'est-ce que vous espérez qui se développe par rapport à ça? Bien, en fait, les technologies au niveau des voitures vont devenir de plus en plus performantes. On parle de voitures électriques qui ont une autonomie de plus en plus grande. Puis souvent, moi je viens d'une région, puis je comprends bien, mais les gens vont dire, oui, mais moi j'ai besoin de ma voiture pour me déplacer. Il y a combien de gens, même en région, qui font plus que 120, 130 km par jour? Il y en a très, très peu. Les gens ont besoin de se déplacer de temps en temps, faire des déplacements interurbains, mais c'est l'exception. La règle, c'est qu'ils ont besoin de ça pour des déplacements de tous les jours et généralement dans des rayons de 40-50 km. Alors, ces déplacements-là peuvent très bien se faire par voiture électrique. Et quand vous avez des plus longs voyages à faire, bien, on peut louer une voiture, ce qui coûte bien moins cher. Moi, je n'ai pas de voiture, mais je ne suis pas anti-voiture. J'ai des enfants, on part en voyage, bien, je vais louer une voiture pour la famille, puis on part tout le monde ensemble.
Mais pourquoi j'achèterais une voiture qui me permettrait de faire Montréal-Gaspésie à tous les jours alors que je fais ça une fois par année? Est-ce que je ne serais pas mieux de m'acheter une voiture qui me permet de faire mes déplacements de tous les jours de façon le plus économe et le plus écologique possible? Puis quand 1 à 2 fois par année, je vais aller à Gaspésie, bien, je vais louer une voiture qui me permet de faire ça. Alors, toute cette notion-là de possession d'un type de véhicule qui n'est pas vraiment approprié à nos besoins, bien, bon, c'est un restant de comment ça se faisait avant, puis une espèce de tradition qui est en train de changer. Maintenant, nous allons voir un spécialiste de la voiture électrique, plus précisément de la voiture Volt, qui est vendue au Bourgeois Chevrolet de Radon. Nous allons voir Jacob-Lard Charbonneau qui nous en parle plus amplement. Comment ça fonctionne le système d'une voiture électrique? Le Chevrolet Volt, tout d'abord, par exemple, lui, c'est un véhicule qui est 100% électrique avec un prolongateur d'autonomie, donc une génératrice. On a un moteur 1.4 litres non turbocompressé, un moteur de cruise, autrement dit, qui vient seulement assister la batterie. Aussitôt qu'on termine notre autonomie de 60 km 100% électrique, la génératrice vient partir pour donner de l'alimentation à la batterie. Est-ce que ce réservoir-là ou cet alimentaire d'essence est aussi gros que celui qu'on a dans les voitures conventionnelles? Oui, bien c'est vraiment un moteur en tant que tel qui sert de génératrice. Il est seulement là pour rouler, pour donner assez d'énergie à la batterie pour qu'elle puisse se fournir, autrement. Au niveau de l'autonomie, le véhicule fait 60 km, mais le véhicule récupère l'énergie aussitôt qu'on lâche l'accélérateur. Donc, par rapport à ça, on peut faire facilement de 70 à 80 km d'autonomie. Moi, j'ai plusieurs de mes clients qui font entre 70 et 80, même du 84 km, j'en ai déjà vu aussi. OK, donc c'est quand même productif. Oui, c'est facile à maximiser au niveau de l'autonomie. Très facile. Donc, c'est l'effet des freins, du freinage de l'énergie récupérée. Exactement. On a un frein moteur, puis aussitôt qu'on lâche l'accélérateur, le véhicule vient récupérer son énergie emmagasinée. Okay. Donc, on n'utilise pas nos vrais freins, autrement dit, puis on vient récupérer de l'énergie à chaque fois pour maximiser notre autonomie. OK. Puis, pourquoi la Volt et certaines voitures électriques qui font à peu près 60 km ou 70 d'autonomie seulement électrique, et il y a la Tesla qui en fait 400. Est-ce que c'est une question de coût de production? Bien, on s'entend qu'il y a une bonne différence de prix entre le modèle Tesla et le Volt. Le Volt, c'est un véhicule qui commence à 40 000 $ et le Tesla, je pense qu'on commence des alentours de 80 000 si je ne me trompe pas. Okay. Donc, c'est sûr, c'est le double du prix. Donc, c'est par rapport à ça non plus, le Tesla, lui, il n'y a pas de génératrice, par exemple. Donc, si on finit notre 400 km, bien là, il faut se rebrancher. Tandis que le Volt, bien là, on peut maximiser. On peut remettre de l'essence, puis monter, faire le kilométrage qu'on veut selon nos besoins. OK. Puis, comment ça s'effectue la recharge d'une voiture électrique? Est-ce qu'on peut avoir une prise à la maison? Combien ça coûte? Oui, bien, il y a une prise. Le véhicule vient avec une prise 110 qu'on peut brancher dans le mur directement, quand tous les domiciles. Sinon, Bourgeois Chevrolet nous donne un rabais de 300 $ sur le prix de l'auto si vous achetez une borne 240 sur le site de Rouler électrique. Okay. Une prise 240, ça marche directement dans une prise de soudeuse. Vous branchez ça dans le mur, vous branchez encore le véhicule, puis ça va venir charger en 4 à 6 heures. Okay. À place de 8 à 10 heures pour un 110. Okay. Fait qu'on va couper de moitié. Mais j'avais vu sur certains sites internet que ça pouvait durer de 12 à 24 heures une recharge pour une voiture. Par rapport à ça, le Volt sur le 110, en moyenne, c'est de 8 à 12 heures. Okay. Dans le pire des cas, 12 heures. Sinon, on peut toujours venir ajouter aussi notre taux d'ampérage sur le véhicule pour régresser le temps de chargement. OK. Fait que dans le fond, j'imagine que ce temps de chargement-là qu'il disait, c'était sûrement pour des voitures qui font plus de kilométrage à l'électrique? Oui, surtout sur un 110 volts. Là, ça va prendre beaucoup de temps, surtout si on a un véhicule qui a un 400 km d'autonomie comme le Tesla. Ça va vraiment être long. Ça va coûter à peu près combien pour une personne qui veut recharger entièrement son véhicule? Environ 70 sous. Avec le prix du kilowattage, on l'a calculé. Un chargement complet sur un Volt est 70 sous. Sur un Spark EV, on va aller un petit peu moins de 2 $ parce que c'est un véhicule qui a 160 km d'autonomie. Okay. Donc pour le Volt, eux, c'est environ 70 sous que ça coûte le chargement complet. C'est vraiment pas cher comparé à l'essence? Exactement. Fait que si on a seulement une conduite régulière de moins de 60 km, bien là, ça devient vraiment avantageux. Puis, est-ce qu'il y a beaucoup de postes de recharge au Québec présentement? Je m'étais informé, il y en a 575 bornes de chargement disponibles au Québec. Est-ce que c'est dans des magasins ou c'est public? C'est quoi? Il y a magasins, souvent aussi, il y a beaucoup de villes de plus en plus qui installent des bornes de ville. Ça marche beaucoup avec le circuit vert et le réseau électrique qui se sont associés. Ça prend les cartes de chargement, on vient passer la carte, on vient déverrouiller le pistolet, puis ensuite on peut charger le véhicule. OK. J'imagine à certaines places ça coûte quelque chose, des fois c'est gratuit. Exact. En moyenne, ça coûte 2,50 $. Souvent les magasins, des fois, peuvent le fournir gratuitement aussi. OK. Puis, est-ce que vous avez des partenariats spéciaux pour installer des bornes de recharge parce que c'est un avantage pour vous que les gens puissent se charger plus facilement?
Oui, bien nous, c'est sûr qu'on est affilié aussi un petit peu avec Rouler électrique par rapport à ce qu'on donne un rabais sur le prix de la borne. OK. Pour un petit peu aussi aider parce que nous, c'est la borne Heavy Duty qu'on promouvoit beaucoup. C'est un produit québécois, donc on essaie d'encourager. C'est encourager local beaucoup. Sinon, par rapport à ça, l'installation a juste besoin d'être faite par un maître électricien. Puis le prix de la facture, autrement dit l'installation pour une borne 240, est remboursé à 50% par le gouvernement ou une différence de 1 000 $, je ne me trompe pas. Wow, c'est quand même un bon rabais. Oui. Puis, pourquoi une voiture électrique, comme vous avez parlé à peu près de 40 000 $ à l'achat pour une Volt, pourquoi ça coûte aussi cher comparé à une voiture conventionnelle? Bien, c'est sûr que c'est une nouvelle technologie. Mais le véhicule, par exemple, à 40 000 $, vous avez une subvention après taxe de 8 000 $ du gouvernement. Donc, on ajoute les taxes au prix du véhicule de 40 000 $, puis on retire 8 000 $. OK. Ça, c'est sans les escomptes manufacturières plus du concessionnaire aussi. Donc, c'est sûr que dans ces entours-là, le véhicule peut revenir souvent dans les entours de 36 000 $. Mais par rapport à ça, dites-vous, vous ne mettez pas d'essence. Vous aussi, vous avez beaucoup moins d'entretien à faire. C'est un charge module aux 2 ans ou 38 000 km sur un Volt. OK. Donc, c'est pas aux 10 000 km, c'est environ le quart de l'entretien d'un véhicule normal. OK. Donc, c'est vraiment le fait que c'est une nouvelle technologie qui fait que les coûts de production augmentent. Oui, bien, c'est un véhicule, ça fait seulement 4 ans qu'il est sur le marché aussi. OK. Mais de plus en plus, il va en avoir, moins en moins, ils vont devenir dispendieux aussi à la clientèle, selon moi. D'accord. C'est quoi la durée de vie à peu près d'une voiture Volt? Bien, le Volt en tant que tel, au niveau de la batterie, il est garanti 8 ans, 160 000 km pour le groupe Voltec. Une durée de vie moyenne d'une batterie au lithium, c'est 20 ans. OK. Donc, par rapport à ça, j'imagine que le véhicule va être rendu plus endommagé qu'avant que la batterie soit complètement finie. Donc, par rapport à ça, c'est dur à évaluer parce que ça fait quand même juste 4 ans que le véhicule est sur le marché. Mais la durée de vie est très, très bonne par rapport à ça. Parce qu'après 8 ans, on est censé perdre 5% d'autonomie de notre batterie. OK. Donc, c'est minime sur 60 km. Oui. Habituellement, après 8 ans, les gens ont déjà changé de voiture. Donc, Exactement. on vit dans un monde où la technologie est extrêmement développée. Comment ça se fait que la voiture électrique n'est pas encore populaire? Est-ce que c'est une question de lobby? Est-ce qu'il y a eu un complot avec le pétrole? C'est quoi qui se passe? C'est